Can you see anything? Yes, wonderful things. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, ce bref échange fait partie de la légende dorée de notre discipline. Il eut lieu il y aura 78 ans dans un mois, l'après-midi du dimanche 26 novembre 1922, par une de ces lumineuses journées de fin d'automne que le soleil de Thébaïde enrichit des ombres douces qu'il projette sur monuments et paysages. L'homme inquiet et attentif qui questionne, c'est Lord Carnarvon, le mécène, le protecteur, l'ami de l'archéologue Howard Carter. Ce dernier vient de déposer la première brique scellant l'antichambre de la tombe de Toutankhamon. Il en a découvert l'accès 3 semaines plus tôt, au terme d'une longue quête qui avait laissé sceptiques la plupart de ses collègues d'alors. Ce n'est que 4 jours plus tard, le 29 novembre, que l'antichambre solennellement ouverte révélera les trésors de la tombe. L'histoire a toutefois conservé l'image, la belle image, de ce dialogue entre un homme qui espérait et un autre qui, à dire le vrai, n'avait pas dû apercevoir grand-chose au milieu des gravats et à la lueur vacillante d'une mauvaise lampe à pétrole. Mais il savait qu'il avait trouvé. Ce court conciliabule et surtout la réponse du fouilleur participent, comme l'a écrit Harry James dans le beau livre qu'il a consacré à Howard Carter, je cite, « Plus qu'à l'histoire de cette découverte, à vrai dire, au mythe de la découverte. » Et voilà comment un roitelet, à peu près ignoré de l'histoire, est devenu l'emblème d'une discipline. C'est toujours à l'automne, un siècle avant la découverte de la tombe de Toutankhamon, et un mois, presque jour pour jour, avant ce jour qui nous réunit, le dimanche 22 septembre 1822, qu'est lithographiée la fameuse lettre à M. Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques. Le 14 septembre le précédent, vers midi, dans la belle lumière de l'ancien atelier d'Horace Vernet qui lui servait de bureau, Jean-François Champollion avait eu la confirmation de la clé de lecture des hiéroglyphes. Et merveilleux symbole, c'est le radical « mès » qui veut dire « engendré », « mis au monde », qu'il retrouve en composition dans les noms des souverains Toutmoside et Ramesside, qui lui offre cette renaissance de la civilisation pharaonique. Tout le monde connaît la course haletante vers l'institut tout proche qui s'ensuivit et le cri de victoire qu'il jeta à son frère « Je tiens l'affaire !» Cri aussi célèbre que l'évanouissement du génial savant, terrassé autant par l'effort que par l'ampleur de sa découverte. Même si elle est alors contestée, essentiellement par l'école britannique, conduite par Thomas Young, sa découverte ouvre à la recherche tout un champ, jusque-là muet et stérile. Ses contemporains, portés par l'enthousiasme de l'expédition d'Égypte, par l'afflux de merveilles enfin compréhensibles que déversent les monuments à travers les publications qui commencent à fleurir, se lancent dans un tourbillon de recherches qui vont fonder une science et donner aux études sur l'Antiquité préclassique une impulsion dont nous sentons aujourd'hui encore les effets. Moins de 2 siècles plus tard, notre époque, ce 3e millénaire qui est à la veille de s'ouvrir, paraît faire plus de place aux égyptologues qu'à leur science, et retenir avant tout l'aventure humaine dans ces 2 démarches emblématiques que je viens d'évoquer. Les grandes expositions, les trésors de Toutankhamon, puis Ramsès le Grand, Amarna et ses mystères, l'or des souverains tannites, d'autres merveilles enfouies ou englouties, drainent depuis une 40aine d'années des foules qui ne cessent d'augmenter. Leur ampleur a révélé un public bien plus vaste que celui des simples touristes avides d'une destination où la richesse des monuments accroît le bonheur d'un soleil quasi éternel. C'est ainsi que s'est peu à peu créé un véritable marché
peut-être moins de l'égyptologie que de l'Égypte. Les pharaons restent les plus attirants, mais le succès récent des autres cultures d'Égypte, alexandrins, romains, pourtant si peu médiatiques dans ce pays, fatimides, de la vallée du Nil, le Soudan, de Kerma à Méroé, aussi des déserts voisins, montrent l'ampleur et les opportunités qu'offre un tel engouement. En d'autres temps, cette vogue fut une recherche d'exotisme qui se traduisit par la quête d'un art de vivre puisant dans ce fond nouveau. Que celui-ci fut source de sagesse, comme le pensèrent les premiers les Grecs, ou d'un bonheur hédoniste que les citoyens des deux empires français croyaient n'avoir qu'à tendre la main pour cueillir, peu importait après tout, il était différent et tombait à point dans une société épuisée de tant d'idéaux, charmée par la flûte enchantée de Mozart et à laquelle l'âge d'or des classiques rappelait parfois trop l'école. Il se nourrissait du mystère qui auréolait une science naissante dont les chercheurs défrichaient des pans entiers d'histoire. L'inflation médiatique de notre époque a transformé cette quête en un marché très profitable. Sans doute justement parce que les progrès de la recherche aidant, l'image que renvoient les chercheurs, les savants, comme on disait autrefois et comme on ne dit plus aujourd'hui pour nos disciplines, fait découvrir une civilisation plus prosaïque, moins auréolée de mystère, moins éloignée finalement de la nôtre. Que faire pour préserver ce mystère qui rapporte tant ? Nier l'apport de la recherche ou valoriser la quête elle-même ? Les deux se rencontrent aujourd'hui dans l'exploitation, il n'y a pas d'autre mot, d'un public de jour en jour plus étendu et affamé de merveilleux. Les chercheurs ne délivrent pas le message magique attendu. Qu'à cela ne tienne, les voici devenus, je cite, d'ennuyeuses vieilles barbes, et ouvrage pour grand public de fleurir. Les titres à eux seuls visent à allécher le chaland, la véritable histoire de. Le mystère disparaît des lieux académiques. Les instituts se multiplient, qui se placent sous l'invocation de tel ou tel pharaon, grand maître de l'Égypte ancienne, voire d'une divinité, de préférence celle de la connaissance, bien entendu. Les mêmes créent des sectes qui sont autant de juteux viviers de clients. Les habitants des bords du Nil mangeaient, buvaient, aimaient, vivaient comme nous sous les pharaons, erromans populaires de proliférer, accommodant à la sauce pharaonique l'éternel triangle amoureux, la difficulté de devenir adulte ou la recherche effrénée du pouvoir, transformant ceux dont l'historiographie égyptienne avait gardé un souvenir respectueux et nuancé en Vizir Iznogoud, voire en Obélix ou en Astérix. Bref, les égyptologues académiques, pardonnez-moi mesdames et messieurs, sont ennuyeux. On leur substitue des mages ou d'intrépides aventuriers qui se parent désormais de titres qui ne sont pas les leurs. Notre époque est ainsi faite que le succès commercial est devenu critère de valeur. Et ce qui compte, ce qui fait fructifier le marché, c'est la démarche volontaire d'un individu qui s'affirme, de préférence par opposition au système établi, dont il va démontrer la faillite, au terme d'un cheminement aussi périlleux qu'éprouvant. Jean-François Champollion fut en son temps reconnu par les instances académiques. Aujourd'hui, il ne rapporterait pas un sou. Alors, au nom de sa faillite, présentée comme un constat, on voit le système établi lui-même s'opposer à ses propres institutions pour promouvoir des entreprises qui, avec le temps, et parce que la réalité de la recherche existe, malgré tout, se révèlent naturellement être de véritables escroqueries conduites par des chevaliers d'industrie. Et ce, hélas, au détriment de tous les chercheurs, ceux qui se trouvent ainsi vilipendés ou mis en péril, mais aussi leurs malheureux collègues que la vanité a jetés dans ces eaux troubles et à qui il ne reste, au bout du compte, que l'opprobre. Ce constat, messieurs les ambassadeurs, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les directeurs, chers amis, ne doit pas être retenu uniquement pour ce qu'il présente d'aspect négatif. Il m'apparaît aussi comme un aiguillon bienvenu pour tenter un regard d'ensemble sur notre spécialité au moment où m'échoit l'immense honneur d'être admis dans une institution
dont on ne saurait franchir le seuil sans un sentiment d'humilité et de révérence pour tous ceux qui s'y sont succédés et dont chacun s'est toujours efforcé d'illustrer le meilleur de sa discipline. L'exemple des maîtres qui m'honorent ce soir de leur présence, la bienveillance de mes nouveaux collègues qui m'accueillent parmi eux, l'indulgence des membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui ont bien voulu confirmer ce choix, l'amitié de mes collègues et de mes étudiantes de la Sorbonne, dont je ne serai jamais séparé que par quelques rues, la sympathie de tant d'amis si chers, enfin, la présence affectueuse des miens, tout m'encourage à mon tour d'être le moins indigne possible de mes prédécesseurs et de la confiance qu'a mise en moi le professeur Marc Fumaroli. Mais qui sont-ils donc, ces égyptologues ? C'est au premier, au fondateur, non seulement de la tradition de l'égyptologie au Collège de France, mais de la discipline elle-même qu'est dû l'hommage le plus grand. Bien que la chaire, créée le 12 mars 1831, comme le rappelait M. l'administrateur, au Collège royal pour Jean-François Champollion par un décret de Louis-Philippe, roi des Français, fut une chaire d'archéologie, non pas d'égyptologie. Le terme même d'égyptologie, apparu pour la première fois en 1827, naît en fait dans les années 25, c'est-à-dire après la publication par Jean-François Champollion de son Panthéon égyptien en 1823, surtout après son immersion dans la collection Salier, puis à Turin dans l'inépuisable fonds Drovetti. Le ton de la correspondance qu'il entretient avec son frère alors montre assez qu'il vit une quasi-ivresse dans laquelle l'architecture de son œuvre se développe, avec une acuité de vue et une intelligence des divers éléments de la civilisation pharaonique qui resteront inégalés. C'est l'historien qui vibre au contact du grand canon royal de Turin, mais aussi le prodigieux connaisseur de l'art et de la religion, qui s'imprègne des merveilles venues pour beaucoup de Thèbes et qu'il lui tarde tant d'aller découvrir sur le terrain. Il a l'intelligence de mettre immédiatement en œuvre les acquis de sa méthode. Il n'en est plus à démontrer à ses détracteurs qu'il a raison. Il construit, dans la fièvre, la première image de cette civilisation, avant lui muette, traçant ses cadres historiques, religieux et artistiques d'une plume bien sûre. On ne peut qu'être impressionné à le lire de l'incroyable familiarité dans laquelle il se sentait avec la civilisation pharaonique. C'est avec cet enthousiasme toujours renouvelé qu'il constitue le fonds égyptien du musée du Louvre, dont il est le premier conservateur en 1826 et qu'il enrichit bien vite de la collection Salt, puis de la seconde collection Drovetti. Ensuite, en plein été 1828, commence la grande aventure égyptienne, vécue à la tête de l'expédition franco-toscane. 1 an et demi d'exaltation éprouvante et d'enthousiasme, qui apporte tant de matière aux synthèses qu'il poursuit au fur et à mesure, mais dont les résultats, hélas, ne seront connus du public qu'après sa mort. Car c'est épuisé qu'il rentre en France, brisé en plus un peu davantage par une longue quarantaine sanitaire. Cet homme ardent bouillonne de tout ce savoir qu'il organise et met en forme pour le transmettre. Mais il faut assurer les bases de cette discipline qu'il vient de fonder. Aussi annonce-t-il le 10 mai 1831, lors de son premier cours du Collège royal, que son enseignement sera centré sur l'écriture et la langue. Il fonde ainsi l'égyptologie sur la prépondérance du texte, semant le germe d'un clivage à venir. Ce qui était alors une nécessité restera longtemps source d'opposition entre philologie et archéologie, la seconde n'étant jusqu'à une période récente perçue que comme la servante de la première. Auguste Mariette, en son temps déjà, s'en plaint amèrement à son ami Henri Brugsch. Champollion n'aura malheureusement ni la force ni le temps de mener à bien ce programme. Il meurt le 4 mars 1832, laissant derrière lui, orpheline, une science qu'il venait à peine de mettre au monde, et à venir la publication d'une œuvre immense à laquelle son grand frère, Champollion Figeac, consacrera le reste de sa propre vie. Car contrairement aux autres branches de l'orientalisme, auxquelles le Collège royal avait fait une place si importante dans cette première moitié du XIXe siècle, il ne pouvait y avoir en 1832 de successeur au maître trop tôt disparu à 42 ans. Les 2 années 1832 et 1833 virent en effet arriver à leur terme les chaires de langue et littérature chinoise et tartare mandchou, de langue et littérature sanscrite en 1832,
puis de Turcs et d'Arabes en 1833. Elles furent toutes pourvues à nouveau dans l'année. Mais la jeune égyptologie ne connaissait point encore de relève. La chaire fut donc suspendue jusqu'en 1837, année où Jean-Antoine Letronne abandonna à Jules Michelet la chaire d'histoire et morale qu'il occupait depuis 1831. Le lien avec l'Égypte était constitué par les inscriptions d'époque gréco-romaine. Avec Charles Lenormand, ancien de l'expédition franco-toscane qui succéda à Jean-Antoine Letronne en 1849, le lien, c'était Champollion lui-même. Lorsque Emmanuel de Rouget prit la succession de Charles Lenormand en 1860, l'intitulé de la chaire qui était recréée pour lui sonnait comme une première définition de la discipline, philologie et archéologie égyptienne. L'égyptologie était née, et ses premiers pas s'inscrivaient déjà dans l'esprit de son époque et sous la tutelle bienveillante du collège. En premier lieu, les œuvres posthumes de Jean-François Champollion étaient parues, parmi lesquelles le précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, puis les monuments de l'Égypte et de la Nubie. Étaient publiés aussi les résultats de l'expédition prussienne de 1842 à 1845, magistralement transcrits par Richard Lepsius dans ses Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, paru tout juste 5 ans plus tôt et qui marque l'entrée des Allemands dans cette nouvelle discipline à laquelle ils ont fourni depuis parmi les plus grands des savants. Auguste Mariette, lui, venait d'être nommé Mamour des Antiquités par Saïd Bacha, inaugurant une tradition qui ne s'interrompra qu'en 1952. Il avait été mandaté dans sa première mission justement par Emmanuel de Rouget, conservateur du musée égyptien du Louvre depuis 1846. Celui-ci est à proprement parler le premier disciple de Jean-François Champollion, même s'il n'a jamais connu son maître. C'est la seule lecture de sa grammaire qui le détourne, à 25 ans, de l'hébreu et de l'arabe auquel il pensait consacrer sa vie. Passionné d'écriture autant que de langue, le vicomte de Rouget met à profit sa position de conservateur pour parcourir l'Europe et glaner dans les grandes collections une abondante moisson de textes. Il est persuadé qu'il est nécessaire d'appliquer la plus grande rigueur à la publication des sources. Aussi entreprend-il en 1851 de classer en casseau la fonte hiéroglyphique de l'imprimerie impériale, qui avait intégré en son sein, dès 1813, des compositeurs orientalistes. Il consacre également une grande partie de ses efforts à l'étude du hiératique. Il assoit, par les cours qu'il dispense au collège jusqu'en 1872, l'école égyptologique française sur sa base philologique, accueillant dans ses cours et formant toute une génération brillante, parmi laquelle on compte des savants comme Henri Brugsch, François Chabat, Pierre Lepage-Renouf, Hans-Daniel Lieblein, sans oublier celui auquel il remet en 1868, ne pouvant en assumer la charge, l'enseignement qu'il venait d'ouvrir à l'école pratique des hautes études, Gaston Maspero. Il laisse 4 volumes d'une chrestomatie égyptienne parus entre 1867 et 1876, qui resteront pendant plus d'un demi-siècle l'une des principales références de l'enseignement de la langue égyptienne. Son successeur est une grande figure de notre discipline, Gaston Maspero, que le Collège de France accueille en 1874 sur la chaire recréée l'année précédente sous le même intitulé, représente assurément aujourd'hui encore un modèle à la fois humain et scientifique. On a beaucoup écrit sur le jeune normalien aussi brillant que rebelle, érudit précoce, parti vers ce que l'on pouvait supposer être d'autres aventures en Amérique du Sud après des études fulgurantes et devenant à 27 ans le maître de l'égyptologie française. Philologue exceptionnel, il regroupe autour de son enseignement tout ce que l'Europe compte alors de jeunes talents, s'inscrivant naturellement dans la tradition nouvelle-née. Mais, au contraire de son prédécesseur qui avait découvert les monuments et sites d'Égypte sur le tard, lui va passer une grande partie de sa vie sur les rives du Nil. La mort de Mariette le conduit à accepter en 1881, en effet, la direction du service des Antiquités et du musée du Caire, devenue vacante. L'année précédente, il obtient la création d'une mission française permanente au Caire qui deviendra, en 1898, l'Institut français d'archéologie orientale. Il en est le premier directeur. Ce n'est pas le lieu de retracer la carrière égyptienne de Gaston Maspero, malgré toute l'envie que j'en ai. Mais ce savant prolifique,
qui laissa plus de 40 ouvrages et des centaines d'articles, fut un administrateur très actif. Il organisa les musées du pays, géra à deux reprises l'archéologie égyptienne de 1881 à 1886, puis de 1899 à 1914. Il mit sur pied l'école française, fut le promoteur de la publication d'innombrables monuments. Mais il fut aussi un fouilleur aussi heureux qu'infatigable. Giza et le Sphinx, Saqqara, où il découvrit, déchiffra et publia le premier les textes funéraires inscrits dans les caveaux royaux. Edfou, Der el-Médina, Der el-Bahari et le sauvetage des momies royales qui y avaient été soustraites aux pillages antiques, les temples de Luxor, de Karnak et bien d'autres. Il fut l'un des fondateurs de l'archéologie internationale et égyptienne en Égypte. À une époque où toutes les grandes nations, pour des raisons diverses, avaient toutes à cœur de développer les travaux de terrain et la recherche égyptologique dans leurs propres institutions, il sut être un partenaire à la hauteur des ambitions élevées de chacun, aidant en particulier ses collègues égyptiens et favorisant leurs travaux. La stature du personnage tient certes à la longévité de sa carrière jamais interrompue. Il meurt le 30 juin 1916 en plein travail à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sans doute plus encore éprouvé par la plus insupportable douleur que puisse connaître un père, la disparition de son fils, mort à la guerre en 1914, que par la maladie qui le ronge. Cette stature est aussi due à sa personnalité extraordinaire, à sa curiosité insatiable, à son dynamisme étonnant. Toutes ces qualités font de lui l'une des figures fondatrices de l'égyptologie, mais aussi, comme il aimait à le rappeler lui-même, le dernier égyptologue complet. Elles lui ont permis de s'inscrire dans le puissant mouvement scientifique et culturel de ce demi-siècle qui relie la fin du Second Empire à la Grande Guerre et auquel le Collège de France donne le ton dans de nombreux domaines. Gaston Maspero a pour collègue Ernest Renan, rétabli en 1870 sur la chaire de langue hébraïque, chaldéique et syriaque. Jules Oppert, pour qui est créée en 1874 la chaire de philologie et archéologie assyrienne et auquel Charles Fosset succède en 1906. Albert Réville, qui inaugure en 1880 la chaire d'histoire des religions et auquel succède Alfred Loisy en 1909. Charles Clermont-Ganneau en épigraphie et antiquité sémitique, mais aussi Edgar Quinet, Claude Bernard, Marcelin Berthelot, Antoine Meillet, Paul Langevin, Henri Bergson, Pierre Janet et tant d'autres. C'est dire la richesse de cette extraordinaire pépinière intellectuelle et scientifique qu'est le collège. Il aborde avec bonheur tous les domaines de la discipline, de la philologie à l'histoire en passant par la littérature, l'archéologie et l'histoire de l'art, laissant entre autres fondatrices une magistrale histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, parue en 3 volumes de 1895 à 1899. C'est la première somme historique à destination d'un public cultivé et du grand public, non seulement de la civilisation pharaonique, mais aussi des relations que celle-ci entretient avec le Proche-Orient antique. Cet ouvrage, bien dans l'esprit des travaux d'un autre de ses collègues du Collège de France, Camille Jullian, restera jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale le manuel de référence des études sur l'histoire de l'Égypte ancienne. À la mort de Gaston Maspero, la chaire est supprimée. Elle ne sera à nouveau créée qu'en 1922, pour la première fois sous l'intitulé Égyptologie. Alexandre Moret quitte la Sorbonne pour l'occuper de 1923 à 1938. Il conduit des recherches plus inspirées et nourries encore que celles de son prédécesseur des courants de pensée de son époque. Spécialiste de l'histoire des religions et de la civilisation pharaonique, il développe une œuvre très inspirée par les travaux d'Émile Durkheim et de la Société française de sociologie, dont un des membres éminents, d'ailleurs Marcel Mauss, le rejoint au collège en 1931, inaugurant la chaire de sociologie. L'œuvre d'Alexandre Moret influence fortement les générations de l'entre-deux-guerres et imprime une marque puissante sur les travaux de l'école égyptologique française, qui sera durablement imprégnée d'ouvrages comme Du caractère religieux de la royauté pharaonique, paru en 1903, Des clans aux empires, paru en 1923, Le Nil et la civilisation égyptienne, paru en 1926, ou La mise à mort du Dieu en Égypte, paru en 1927, dans la série des conférences de la Fondation Fraser, le second grand inspirateur de ses travaux.
Cette œuvre accompagne la naissance de l'anthropologie et la découverte scientifique des sociétés dites primitives, alors que le voile commence à peine à se lever sur l'immense trésor des civilisations africaines. Leur étude ne modifiera vraiment qu'après la Seconde Guerre mondiale le regard des historiens sur les sociétés préclassiques. Mais s'il est vrai qu'Alexandre Moret fut un précurseur en son temps, les égyptologues des années 50 eurent, eux, d'autres préoccupations, et il fallut attendre plus de 20 ans encore pour que l'égyptologie prenne conscience de l'importance des racines africaines de la civilisation pharaonique. La voie choisie par Alexandre Moret était une réponse, celle que l'on pouvait donner de son temps à la difficile question des origines des civilisations. La définition de la naissance de l'histoire ne parvenait en effet guère à sortir d'un schéma darwinien. Les outils archéologiques mis en place à partir de la méthode de boucher de perte, essentiellement par l'école anglaise et sur les bases des sequence dates établies par Sir Flinders Petrie, étaient loin de fournir les éléments dont on dispose aujourd'hui pour la vallée du Nil, qui ne sont d'ailleurs suffisamment corroborés que depuis une vingtaine, voire depuis une dizaine d'années. La création en 1929, au Collège de France, d'une chaire de préhistoire confiée à l'abbé Henri Breuil confirme toute l'importance de cette recherche, à l'époque encore nouvelle. On voit qu'une fois de plus, le Collège de France dispensait un enseignement que l'on qualifierait de pointe. C'est un vaste débat qui s'ouvrait alors et qui nourrit une longue discussion, en particulier dans l'école égyptologique allemande, entre les grands savants que furent Hermann Keyes et Kurt Zeete, donnant naissance à tout un courant tendant à lier mythe et histoire, illustré notamment par Henri Francfort dans son ouvrage La royauté et les dieux, traduit dans de très nombreuses langues dans les années 50. L'autre versant de cette recherche se trouvait alors dans l'enquête qui retint Sigmund Freud toute sa vie en un long chemin qui s'ouvre en 1913 avec Totem et Tabou pour aboutir aux 3 essais sur l'homme Moïse et la religion monothéiste parus en 1939 et auxquels il consacra 3 rédactions successives jusqu'à sa mort. Ce cours de la recherche, poursuivi par d'immenses savants comme Adolf Hermann, se retrouve aujourd'hui dans les travaux de Jan Assmann, qui est considéré comme le chef de file actuel de l'école allemande en matière de religion égyptienne. C'est assez dire l'importance de l'œuvre d'Alexandre Moret. Celui-ci ne connut pourtant guère de postérité en France. Seul Jacques Vendier prit part à ce débat des origines après la Seconde Guerre mondiale. Les spécialistes français de la religion se cantonnèrent dans la publication des grands corpus théologiques et funéraires, renonçant aux synthèses. Pierre Lacot succède à Alexandre Moret en 1938, dans une chaire qui conserve le même intitulé. Successeur lui-même de Gaston Maspero à la tête du service des Antiquités, pratiquement jusqu'à son élection, il a également dirigé l'Institut français d'archéologie orientale de 1912 à 1914. C'était un homme de terrain qui a vécu tous les épisodes de l'âge d'or des découvertes archéologiques. Épigraphiste infatigable, il possédait une connaissance intime des monuments sur laquelle il a fondé une œuvre essentiellement philologique. On y trouve des publications de monuments comme la Chapelle Rouge, édifiée par la reine Hatshepsut et terminée par Thoutmôsis III, qui avait été retrouvée démontée dans le 3e pylône de Karnak, mais aussi de nombreuses études linguistiques, dont une partie a été regroupée dans ses études sur la phonétique égyptienne. Ces études affirment le lien étroit de leur auteur avec la philologie allemande et renouvellent la présence de l'école française dans le concert philologique, alors dominé par les œuvres de Baptist Compton ou de Sir Alan Gardiner ou de Hermann Graphoff. Avec Pierre Montet, qui succède à Pierre Lacot en 1948, sur une chaire recréée sous le même intitulé, c'est avant tout l'archéologie qui fait son entrée au Collège de France. L'archéologie française, alors omniprésente et on serait tenté de dire triomphante au Proche et au Moyen-Orient. Pierre Montet sera d'ailleurs rejoint en 1953 par Claude Schaeffer, nommé sur la chaire d'archéologie de l'Asie occidentale. C'est l'archéologie couronnée des plus beaux succès. À Byblos, pour lui, mais surtout à Tanis, où il avait découvert en 1939 la nécropole royale des souverains des 21e et 22e dynasties. Découverte prodigieuse, mais qui survient, hélas, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Cette terrible concurrence fera passer presque inaperçue une trouvaille hors du commun, qui égale au moins, qui éclipse peut-être les trésors mythiques de Toutankhamon. Par-delà la profusion
en or, argent, pierres précieuses, autant de merveilles d'orfèvrerie. C'est tout un pan méconnu de l'histoire de l'Égypte ancienne qui apparaissait. Pierre Montet consacrera tous ses efforts jusqu'à son dernier jour à la publication de cette découverte exceptionnelle. 3 gros volumes qui paraîtront de 1947 à 1960 sous le titre général « La nécropole royale de Tanis », consacrés successivement aux tombeaux d'Osorkon, Psousénès et Sheshonq III. Aussi à l'interprétation historique du site, dont les grandes lignes sont reprises en 1952 dans son ouvrage « Les énigmes de Tanis, 12 années de fouilles dans une capitale oubliée du delta égyptien », titre bien dramatique et qui en disait long sur une certaine amertume de son auteur. Il ouvrait ainsi une polémique sur la nature réelle de Tanis et sur son identification à la capitale de Ramsès II, Pi-Ramsès. La réponse appartenait plus au terrain qu'aux sources écrites. Les événements de Suez et la révolution nassérienne interrompirent pour plusieurs années tous travaux en Égypte. Ce furent les temps sombres de la méfiance qui mirent à rude épreuve la communauté scientifique jusqu'à ce que le grand élan de solidarité qui accompagna le plan de sauvetage des monuments de Nubie menacés par les eaux du futur barrage d'Assouan permette aux égyptologues de retrouver leur terrain. Il faudra attendre le milieu des années 60, la reprise des travaux à Tanis et surtout les fouilles conduites par Manfred Bitak à Tel el-Daba, la vraie Pi-Ramsès, fondée sur l'ancienne capitale Hyksos, pour que le démenti apporté après-guerre par l'Habib Habashi aux théories de Pierre Montet s'avère la seule interprétation historique valable. Le chanoine Étienne Drioton est élu à la succession de Pierre Montet en 1956 sur une chaire de philologie et archéologie égyptienne intitulée « Que conservera son successeur, Georges Posner, en 1960 ». Comme Pierre Lacot, auquel il avait succédé, à la tête du service des Antiquités, le chanoine Drioton, éminent spécialiste des textes d'époque ptolémaïque et romaine, possédait une érudition aussi vaste que sa curiosité. Et nous devons à celle-ci une œuvre aujourd'hui encore essentielle. Ses études consacrées au théâtre et au drame liturgique restent fondamentales, tout comme ses recherches de cryptographie ou l'ouvrage historique que nous évoquions tout à l'heure avec un de mes confrères, qu'il écrivit avec Jacques Vendier aux Presses universitaires de France, sans oublier sa publication monumentale des inscriptions de Médamoud, entre autres. L'œuvre de son successeur, je deviens prudent, je m'avance dans une époque que j'ai vécue, l'œuvre de son successeur, Georges Posner, est nourrie de la Quellenforschung allemande, des travaux de Adolf Hermann, Georg Müller, Hermann Graphow, Siegfried Hermann, mais aussi de la tradition anglaise d'étude des textes. C'est sur le riche terreau des milliers d'inscriptions sur papyrus, tessons et ostracas dégagés sous la direction de Bernard Bruyère par l'Institut français d'archéologie orientale à Deir el-Médina qu'il augmenta patiemment le tableau de la littérature égyptienne. Dans ce gigantesque dépotoir qui recueillit le matériel scolaire et les témoins de la vie quotidienne de la communauté des artisans chargés de décorer les tombes voisines des rois et des nobles pendant la seconde moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et oui, rien ne saurait faire plus plaisir à un archéologue qu'un champ d'épandage. Jaroslav Tcherny, chargé, lui, de l'exploitation des textes non littéraires, dessinait peu à peu les cadres économiques, sociaux et juridiques de cette communauté unique. Georges Posner, reprenant la tradition illustrée par Sir Alan Gardner, reconstitua peu à peu de nouvelles œuvres, enrichissant notre connaissance de la littérature, explorant les champs de la pédagogie et de la transmission du savoir. Dans le même temps, il mettait en évidence les liens reliant littérature et politique, traçant une nouvelle voie aux études portant sur l'institution pharaonique, dont ses ouvrages, De la divinité du pharaon, paru en 1960, et Littérature et politique dans l'Égypte de la XIIe dynastie, paru en 1969, ont ouvert les portes. Ceux qui ont eu le privilège de suivre son enseignement tant à l'école pratique des hautes études qu'au Collège de France gardent vif le souvenir de son exigence tranquille et souriante, de sa précision, qui semblait quasi infaillible, de ses lectures, assorties de commentaires en apparence anodins, mais toujours enrichissants. Parfois, un rapide compliment, murmuré avec un petit sourire,
venait récompenser les heures passées par l'élève aux connaissances chancelantes, à tenter de résoudre le moins mal possible des difficultés qui le faisaient pâlir. On n'allait jamais plus loin. Jean Leclan fut élu sur la chaire en 1980 sous l'intitulé Égyptologie, titre que reprit son successeur, Jean Yoyotte, de 1991 à 1997, année au cours desquelles il poursuivit ses recherches sur la géographie religieuse et l'histoire de l'Égypte de basse époque, avec un souci du détail et de l'exhaustivité prosopographique inégalée. Jean Leclan marqua cette chaire de l'empreinte scientifique et humaine qui a enrichi tous ses élèves. À Strasbourg d'abord, en Sorbonne et à l'École pratique des hautes études ensuite, aujourd'hui à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Accueillant avec une inlassable gentillesse tous ceux qui viennent à lui, disponible, généreux de son temps et de sa science, il sait ouvrir notre discipline à des horizons nouveaux. Voyageur infatigable autant qu'impénitent, il parcourt avec la même curiosité insatiable pays et bibliothèques, attentif à toutes les avancées de la recherche. Pionnier des études consacrées à la 25e dynastie, il l'est également des travaux en Éthiopie et au Soudan, mais aussi de l'immense champ de la diffusion des cultes égyptiens dans l'Empire romain. Fouilleur et épigraphiste, en Thébaïde, au Soudan, à Saqqara, il fait connaître au monde savant une documentation aussi riche que neuve, du temple d'Amenhotep III de Soleb aux pyramides des rois et des reines de la 6e dynastie, en passant par le corpus des inscriptions méroïtiques ou l'édition en cours des textes des pyramides. Les travaux qu'il conduit avec son équipe ont pratiquement doublé notre connaissance de cet ensemble unique. Sans oublier, au milieu d'une production scientifique exubérante, un grand souci des autres. Du grand public, avec lequel il ne refuse jamais de partager ses connaissances, de notre communauté scientifique, à laquelle il se dévoue sans compter et pour laquelle il crée d'utiles outils de travail, comme entre autres la chronique archéologique des Orientalia, assurée depuis un demi-siècle pour le plus grand profit de tous. Depuis Champollion, en effet, notre discipline a accumulé recherches et découvertes et se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, entre une masse documentaire difficile à maîtriser et le recours nécessaire à de multiples techniques et approches de la recherche qui relèvent toutes, à des titres divers, d'un travail pluridisciplinaire. Chaque année, des centaines de missions archéologiques dégagent, découvrent, étudient, citent, monuments et documents, produisant un flux aussi continu que dense d'informations. Celui-ci vient alimenter, pour partie, des publications dont la masse globale oscille entre 1000 et 2000 titres par an. Le public y trouve matière à s'émerveiller. L'égyptologue partage cet émerveillement, parfois jusqu'à l'épuisement. La maîtrise de l'information passe pour beaucoup par le recours aux instruments bibliographiques dont notre discipline s'est dotée. Outils généraux ou spécialisés dans tel ou tel domaine particulier, ils constituent une part de notre littérature grise qui tente de garantir les connaissances partagées de notre communauté. L'introduction des techniques informatiques a donné une forte impulsion à ces entreprises qui se sont développées de façon plus ou moins harmonieuse et coordonnée ces 20 dernières années. Même si l'enthousiasme des néophytes que nous étions dans la fin des années 70 est tempéré aujourd'hui, l'informatique a pris une place importante dans la recherche et nous disposons désormais de véritables outils modernes. Certains ne sont que la transposition de ce qui existait auparavant sous forme de publication. D'autres expriment des approches méthodologiques nouvelles. C'est le cas de la bibliographie. La mise en fiche informatique est lourde à mettre en œuvre, mais elle autorise des classifications fines qui, lorsqu'elles sont adéquatement établies, permettent presque de faire l'économie de lourdes publications intermédiaires entre les fonds documentaires et la recherche. Les bibliothèques, capables d'acquérir au fur et à mesure toutes les publications spécialisées, sont peu nombreuses dans notre discipline, éloignées les unes des autres et d'accès nécessairement restreint. Leur consultation en réseau est assurément une voie d'avenir. L'informatisation des dizaines de milliers de références de la bibliothèque de l'Institut français d'archéologie orientale et leur consultation à distance était un premier pas que nos collègues du Caire ont brillamment franchi cette année. Elle est pour nous un exemple que nous avons déjà entrepris de suivre en mettant en commun nos efforts. Il est un domaine dans lequel les publications sont parfois lentes à venir,
ou même ne voient jamais le jour. C'est bien l'archéologie. La mise en forme des résultats relève d'un processus nécessairement long et demande un effort soutenu, à la fois de la part des chercheurs et des institutions qui les supportent. L'épreuve du temps est trop souvent, hélas, fatale à ces entreprises. La publication de rapports préliminaires ne s'en impose que davantage. Mais cette dernière demande également un effort et des moyens constants. Les grandes institutions actives en Égypte, françaises ou étrangères, mais aussi de plus en plus égyptiennes, s'efforcent de réduire les délais et d'offrir aux archéologues des lieux pour faire connaître leurs découvertes. La renaissance actuelle des annales du service des Antiquités est à cet égard un beau résultat apporté au crédit de nos collègues du Conseil suprême des Antiquités de l'Égypte. Mais pour un rapport publié, combien de comptes rendus internes, de notes rédigées par les inspecteurs des Antiquités qui accompagnent chaque fouille, reste cette littérature grise, invisible, que j'évoquais tout à l'heure. L'expérience du terrain, les liens d'amitié, noués au fil des années, des difficultés affrontées en commun dans les voies complexes de la recherche et de la préservation des antiquités, ont fait naître un projet d'inventaire patrimonial des monuments et des sites égyptiens. Ce projet est aujourd'hui une réalité. À peine ses fonctions d'ambassadeur représentant l'Égypte auprès de l'UNESCO à Paris quittées, le professeur Fatih Saleh a fondé au Caire le National Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage, une structure interministérielle dont l'un des principaux objectifs est la constitution d'une carte archéologique égyptienne. Bénéficiant d'un vaste appui international, cette entreprise mettra à la disposition de l'Égypte un outil de gestion patrimoniale utile, tout en fournissant à la communauté scientifique un regroupement en un système documentaire cohérent de données jusqu'à aujourd'hui d'accès difficile. Fouilles et travaux du Conseil suprême des Antiquités de l'Égypte, comme des missions étrangères, viennent déjà grossir cet inventaire. La chaire de civilisation pharaonique s'intègre dans cette œuvre commune. Un accord a été signé symboliquement ce matin même, sous les auspices bienveillants et amicaux de l'ambassade de République arabe d'Égypte à Paris, représentée par son conseiller culturel et de coopération, mon très cher ami le professeur Hani Hilal. La chaire de civilisation pharaonique exploitera et rendra accessibles ses fonds d'archives propres, tout en assurant 2 publications à caractère archéologique, qui sont destinées désormais à courte échéance à être consultées également sur un site internet en cours de constitution. Ces périodiques sont la chronique archéologique, assurée par Jean Leclan, dont je parlais tout à l'heure, et le bulletin d'information archéologique, dont la publication continuera ainsi en association avec l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. L'archéologie et la philologie fournissent à l'historien le terreau sur lequel développer sa recherche. Celle-ci, pas plus que celui-là, ne sauraient vivre séparés les uns des autres. Ces 10 dernières années m'ont apporté la grande chance de partager avec les équipes françaises et égyptiennes un travail fructueux, mené dans le cadre prestigieux de l'Institut français d'archéologie orientale. J'y ai beaucoup appris, du terrain, bien sûr, mais aussi et surtout de mes collègues. Et ma joie est immense de pouvoir saluer ici ce soir Bernard Mathieu, qui a repris ce lourd flambeau. Sa présence aux côtés de mes chers camarades qui ont fait avec lui le long voyage depuis le Caire et Alexandrie pour partager ces instants avec nous et me dire leur amitié me touche profondément. Depuis bientôt 10 ans également, j'ai le privilège et le bonheur de partager avec François Larcher la direction de l'unité propre de recherche 1002 du Centre national de la recherche scientifique, qui constitue la partie française du Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, dont j'assure la direction scientifique. Notre équipe, forte d'un soutien sans faille du ministère français des Affaires étrangères et de la confiance des autorités égyptiennes, s'est attachée à poursuivre la tâche entreprise par nos prédécesseurs. Préserver, étudier et publier ce site le plus grand et le plus riche d'Égypte, véritable conservatoire du patrimoine pharaonique et champ de recherches infinis. 10 années de relevés et d'études voient les premiers fruits d'un long travail d'équipe qui associe chercheurs égyptiens et français, mais aussi entre autres belges, allemands et américains. Plusieurs volumes sont aujourd'hui déjà parus ou sous presse, d'autres en voie d'achèvement. Rapports et articles rendent compte chaque année des progrès. La documentation du centre, patiemment élaborée sur support informatique par Alain Arnaudiès et ses collègues, offre aujourd'hui à nos partenaires un outil unique.
Celui-ci, bientôt consultable à distance, à travers un site dédié du CNRS, est déjà l'un des points forts de la carte archéologique naissante. Ces publications ouvrent la voie à de nouvelles synthèses sur le temple et ses cultes, mais aussi sur l'histoire politique du pays. À cet égard, et parmi les temps forts de l'histoire de Karnak, le roi Thoutmôsis III tient une place essentielle. Grand reconstructeur de la partie centrale du Téménos du temple d'Amon-Ré, il est au cœur de nos travaux actuels, concentrés pour une grande partie sur Ipet-Sout, le temple divin proprement dit. Ayant reçu de mes collègues la charge de publier la zone entourant le sanctuaire de la Barque et le 6e pylône qui y conduit, j'ai entrepris, en collaboration avec Nathalie Beau, le relevé et l'étude des représentations et des textes, essentiellement militaires et économiques, de cette partie du temple. Au premier rang de ceux-ci figurent les annales relatant les campagnes militaires conduites par ce roi tout au long de son règne. C'est à l'analyse et à la traduction de ces textes que sera consacré mon séminaire. Cette étude sera par la suite étendue à une recherche centrée sur les sources analytiques et à une réflexion d'ensemble sur les mécanismes de l'historiographie égyptienne, dont ce roi fut l'un des modèles, réflexion à laquelle je souhaite convier un groupe de travail. Ces textes s'appuient, autant qu'ils se nourrissent eux-mêmes, d'un autre type de documents, les listes géographiques, dont de nombreux exemplaires ornent les pylônes et les murs d'édifices privés ou publics. Sur ces derniers, elles sont généralement représentées en contexte militaire, ce qui les a fait longtemps interpréter comme des outils de glorification du pouvoir royal. Un souverain atemporel, massacrant éternellement les mêmes ennemis, sous l'œil bienveillant du Dieu Père, bénéficiaire des conquêtes et garant de la force du roi. Do ut des. Ce raccourci facile des fondements de la théocratie a souvent occulté la réalité du propos. Une étude attentive de ces sources permet de mieux comprendre l'intention et de saisir des nuances dans ces représentations en apparence si stéréotypées. Je dois à l'amitié et à la bienveillance de Jean Leclan et de Nathalie Beau, éditeurs, avec l'appui aussi décisif que chaleureux de l'Institut français d'archéologie orientale, de la magistrale publication de Soleb, qu'hélas, la regrettée Michela Chief-Giorgini, trop tôt disparue, n'a pu mener à son terme, je leur dois l'accès à la documentation unique des représentations de peuples étrangers qui ornent la salle hypostyle du temple jubilaire d'Amenhotep III. La mise en parallèle de ces listes avec celles que ce même roi avait fait graver sur les socles des statues colossales ornant son temple funéraire de Kom el-Hitan, actuellement magistralement fouillé et étudié par Ulrich Sorouzian et Rainer Stadelmann, permet d'établir une nouvelle grille de lecture. L'application de celle-ci aux listes gravées dans les temples du début du Nouvel Empire jusqu'à l'époque ptolémaïque livre des cartes géographiques et politiques qui offrent des aperçus nouveaux tant sur la cosmographie que sur l'historiographie égyptienne. C'est cette enquête que je tenterai de faire partager aux auditeurs qui voudront bien en suivre le cours. Ces cartes du monde procèdent de la même intention que les temples dont elles ornent les murs. Rendre compte de l'histoire dans sa vérité, c'est-à-dire pour les Égyptiens, dans le cadre de la création de l'univers, renouvelé jour après jour par l'action du roi. Celui-ci, homme divinisé par sa fonction, détient un pouvoir sans limite qui repose lui-même sur la perpétuation des connaissances et des rites. À ce titre, les temples hébergeaient la science et conservaient le savoir. Ils possédaient en leur sein des institutions et des hommes à même non seulement de préserver, mais encore de transmettre le fonds culturel et scientifique dont ils étaient eux-mêmes issus en même temps que garants. C'est à cette tradition de l'école que j'envisage également de continuer à consacrer des recherches que j'avais entreprises il y a quelques années. À côté d'études en cours sur les sagesses et les aspects littéraires des grandes compositions royales, je souhaite participer au développement d'un groupe de travail qui s'attachera aux aspects autant historiques que littéraires des sources officielles. Des projets sont en train de naître. Certains sont déjà même un peu grands. Ils concernent les textes royaux d'époque saïte, ainsi que l'étude des sources documentaires et littéraires provenant de Thèbes. L'intention commune de ces programmes est de fournir aux égyptologues les moyens d'échanger et de travailler en commun sur des thèmes précis, susceptibles également d'intéresser nos collègues des autres disciplines.
Si en effet l'égyptologue considère volontiers aujourd'hui comme normal d'avoir recours à des techniques très spécialisées et éloignées de ses compétences, la tendance générale reste toutefois à cantonner celles-ci à des tâches jugées ancillaires. La spécificité de la civilisation pharaonique n'autorise pas l'égyptologie à s'estimer différente des autres disciplines pour s'enfermer dans un splendide isolement qui fut trop longtemps de mise. La comparaison est enrichissante, et pas seulement avec les civilisations contemporaines, ou avec celles qui se sont volontiers réclamées de l'Égypte ancienne, comme à travers les classiques notre propre civilisation. Ce sont les approches et les méthodologies qu'il convient également de mettre en commun. Les archéologues y sont peut-être plus sensibles, justement parce qu'ils savent qu'un terrain peut être aussi éloquent qu'un orateur, une coupe stratigraphique plus bavarde qu'un général, une statue plus émouvante qu'un poète. Sans doute aussi parce que, à part quelques outrances archéométriques aujourd'hui arrangées dans le placard des péchés de jeunesse, ils n'ont d'autre choix que d'essayer de comprendre sans préjugés, éternellement pris entre la nécessité de s'adapter à des terrains nouveaux et la certitude de détruire ce qu'ils touchent au moment même où ils le rendent à la vie. Les avancées décisives de ces dernières décennies dans le domaine de la préhistoire et d'une manière plus générale dans les civilisations non écrites ont permis de mieux hiérarchiser les approches et d'en peser les apports. Ainsi, des branches de la recherche auxquelles les égyptologues faisaient appel pour répondre à un besoin spécifique se sont avérées bien souvent être plus que des outils ou des voies d'accès, générant à leur tour des recherches nouvelles, voire transformant radicalement des problématiques. Je vais vous donner un exemple, bien sûr. Cet exemple, c'est celui de la coopération dans l'oasis de Kharga entre l'Institut français d'archéologie orientale, pardonnez-moi, je parle de ce que je connais, et l'équipe que dirige Bernard Bousquet à l'Université de Nantes. Les géographes ont fourni aux archéologues une analyse totalement nouvelle d'un terrain sur lequel ceux-ci travaillaient sans comprendre la vraie problématique à laquelle ils étaient confrontés. Sur cette base, les égyptologues ont révisé leurs travaux, ce qui les a conduits à orienter différemment leurs recherches. Les résultats ne se sont pas fait attendre, et ce qui, au départ, était conçu comme une étude de site militaire est devenu l'une des recherches actuelles de pointe sur les techniques d'irrigation souterraine en zone désertique et partant sur les modes d'appropriation d'un terroir du néolithique à l'époque romaine. Inutile de dire que l'histoire des oasis s'en est trouvée profondément modifiée, celle des conquêtes perses et romaines dans la région également. Il s'agit donc moins de s'approprier les connaissances d'autres spécialités que d'apprendre à échanger au-delà des indispensables et si utiles comparaisons que recherche l'historien dans sa quête infinie des causalités. Ces considérations s'appliquent également à l'intérieur de l'égyptologie, proprement dite, au niveau auquel doit descendre l'étude. Sans nier en effet la nécessité des analyses quantitatives, il convient toutefois d'en mesurer l'importance relative en fonction de la compréhension d'ensemble que l'on peut en retirer. Chacun s'accorde sur la maigre utilité qu'il peut y avoir à publier des corpus répétitifs à l'infini dans le domaine de la céramologie. Que mes collègues céramologues ne se vexent pas, ce n'est pas une attaque. Pour ne prendre que cet exemple, il y en aurait bien d'autres. Il faut souhaiter que l'on puisse effectuer dans les domaines de la philologie et de l'histoire le même travail critique. Nous voilà revenus à notre point de départ, la difficile question de la maîtrise de l'information qui échappe aux égyptologues. La création de bases de données documentaires est une solution au dilemme de la quantité, dans la mesure où celles-ci permettent de conserver la richesse des sources premières sans devenir esclaves de leur masse. Et ce, quel que soit le corpus considéré. Un dernier exemple, pour ne pas trop vous fatiguer. La refonte actuelle du thésaurus de la langue égyptienne, le Wörterbuch der ägyptischen Sprache, bientôt intégralement consultable en ligne sur la toile, comme on dit, sur Internet, à partir d'un site dédié localisé à Berlin. L'énorme masse textuelle mise en œuvre sera bien présente dans le recueil d'attestations, mais elle ne masquera pas l'interprétation qui en est issue. Et le chercheur aura tout loisir de remonter, s'il le souhaite, le fil des arborescences jusqu'à trouver le document original. L'historien, qui nourrit donc son travail des données de l'archéologie et de la philologie, y trouve son compte, sans renoncer en rien
au recours constant, ainsi facilité, aux sources, toujours contraignant, certes, mais indispensable, mais au prix d'un renoncement, celui du confort trompeur des catalogues infinis. C'est ce prix qu'il doit payer pour gagner la hauteur de vue nécessaire à l'établissement des axes de la discipline. L'égyptologue pourra alors répondre lui-même à cette attente du public que j'évoquais tout à l'heure et tracer un portrait de l'Égypte dont il saura lui-même faire varier harmonieusement l'épaisseur du trait selon l'auditoire auquel il s'adresse, et ce, sans perdre ni son âme, ni sa science. Telles sont, monsieur l'administrateur, chers collègues, les grandes lignes de l'action que j'entends développer au sein de cette prestigieuse maison de vie, devenue grâce à vous un peu la mienne, dans le cadre des équipes et des programmes dont je viens d'esquisser à grands traits les contours devant vous. Les trois piliers de notre discipline, l'archéologie, la philologie et l'histoire, s'y rejoignent dans l'espoir de pouvoir contribuer à préparer les nécessaires synthèses, dans l'espoir aussi d'offrir à notre petite communauté d'égyptologues un lieu respectant la philosophie de cette maison de vie qu'est le Collège de France, où toutes les disciplines sont envisagées avec la même attention et sans rien perdre de la richesse de l'ensemble. Dans l'espoir, donc, d'y renouer avec la tradition de rencontres fructueuses et amicales, au cours desquelles chacun a autant à apprendre de l'autre qu'à lui donner. Permettez-moi, pour conclure, de donner à mon tour la parole à un vieux sage, aveugle comme le fut, dit-on, Homère, et que, comme lui, la lumière qui l'habite dispense de regretter les rayons du soleil. Il n'est pas égyptien. Il aurait pu l'être. Et sa voix résonnait encore dans la première partie de ce siècle, aujourd'hui finissant, en un lieu où s'est développée une civilisation, elle aussi riche et variée. Peut-être cousine lointaine de celle des rives du Nil, à l'époque bien éloignée où chasseurs et pasteurs vivaient dans un Sahel qu'ils n'imaginaient pas devoir un jour quitter pour se réfugier auprès des grands fleuves qui bornaient à l'ouest et à l'est leur vaste territoire. Nous sommes près de la falaise de Bandiagara, au cœur du pays d'Ogon, en un lieu peu éloigné des royaumes mythiques de Gao et de Tombouctou. Écoutons la voix du vieil Ogotémélé qui dit « La parole est pour tous. Pour cela, il faut échanger, donner et recevoir. » Je vous remercie.